Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je veux rendre hommage, dans le cadre de cette émission sur le panafricanisme, à des pionniers comme mon compatriote Anténor Firmin, Henry Sylvester Williams, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Dubois, entre autres. Vous savez, ils étaient là à la fin du 19e siècle à croire en une utopie. On les dénigrait, on les trouvait rêveurs. Mais plus nous avançons dans le temps, plus nous réalisons à quel point ils étaient des avant-gardistes, à quel point ils étaient des visionnaires, car avant tout le monde, ils ont compris que pour gagner la lutte en vue de la prospérité des peuples noirs,
pour compter du point de vue politique dans le monde, pour pouvoir contrôler nous-mêmes nos ressources et les mettre au service de la prospérité de nos populations, nous devons faire la promotion du panafricanisme. L'union entre les Haïtiens de diverses couleurs, on en a déjà prévenu, n'est qu'apparente. Au fond, ils ne s'aiment pas ni ne s'estiment. La preuve, c'est que les mariages entre des personnes de castes différentes sont rares. Et quand ils ont lieu, jamais désintéressés. La couleur est encore, moins que les cheveux, une cause de répugnance. Un homme clair consentira à épouser une femme brune, mais riche, bien entendu, si elle a les cheveux plats et longs. Sans cela, il ne se mariera pas avec elle, sinon qu'au risque de perdre toute considération parmi les gens de sa caste. On doit bien penser que plus tard, la couleur sera une nouvelle cause d'empêchement, principalement si les métis remplacent tout à fait les blancs et gouvernent seuls le pays. On ne déroge plus à ce qu'on appelle dans les colonies la noblesse de la peau. Déjà même dans les maisons haïtiennes dites de bon ton, on n'appelle plus les négresses que grisettes. Gaspard Théodore Molien, Mœurs d'Haïti, texte inédit. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de votre émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ce que je compte faire ce matin, ce n'est point de vous brosser l'historique de ce projet, l'historique de ce portrait, de cette mission à laquelle nous sommes appelés, que de construire le panafricanisme. Je ferai autre chose. Je tenterai au cours de cette émission de faire la démonstration, comme si c'était encore nécessaire, de la nécessité pour les Africains, pour les Afro-descendants, de mettre en commun leurs ressources pour défendre leurs intérêts. Donc, toute mon attention va porter sur les raisons qui devraient nous forcer, qui devraient nous porter, qui devraient nous mobiliser à mettre ensemble nos ressources de manière à défendre nous-mêmes nos intérêts. Le texte que je viens de vous lire est de Gaspard Théodore Molien. Vous vous souvenez de ce jeune et brillant diplomate du point de vue de la France qui a vécu en Afrique, qui a roulé sa bosse dans plusieurs pays africains et qui a expliqué à son patron, le roi de la France d'alors, comment faire pour contrôler à tout jamais les pays de l'Afrique. Et il a procédé toujours de la même manière. Il prend le temps d'étudier les mœurs de chaque pays de l'Afrique où il a œuvré comme diplomate. Et ensuite, dès les premières années de la jeune République haïtienne, on l'a dépêché en Haïti avec la même mission. Étudier les mœurs haïtiennes de manière à ce que la France puisse contrôler à perpétuité la population haïtienne. Donc le texte que je vous ai lu est un extrait de son livre, inédit, Les mœurs d'Haïti. Dans ce livre-là, il dit que ce qu'on appelle l'union de la population haïtienne n'est qu'une farce, n'est qu'une utopie, et que les questions de couleur, les questions de société, des questions d'économie, des questions de religion continuent à diviser cette population. Imaginez que nous étions au début du 19e siècle, et lui, dans ses recommandations au roi, il dit tout simplement qu'il faut continuer à exacerber ces divisions de manière à ce que ce peuple ne se gouverne jamais et que ce soit toujours la France qui le gouverne. C'est précisément ce que les colonisateurs d'hier, les néocolons d'aujourd'hui suivent. Ils suivent ce que moi j'appelle la doctrine Molien. Donc, on va, dans l'émission de ce matin,
nous rappeler pour quelles raisons nous avons intérêt à mettre ensemble nos ressources. Autrement, ce sont nos maîtres d'hier qui vont continuer à nous dominer. Comment le font-ils? Toujours de la même manière, en nous divisant les uns contre les autres pour mieux régner. La table est mise. Je vous veux complètement réveillé à cette émission. Voilà pourquoi je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. En tout cas, offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder attentif. Nous allons ce matin encore nous dire les vraies affaires. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. En relisant dans le cadre de la préparation de cette émission ce livre de Gaspard Théodore Molien, Mœurs d'Haïti, texte inédit, je me rends compte, et ça c'est important ce que je vais vous dire, à quel point nos ennemis nous connaissent souvent mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Nos ennemis connaissent nos points faibles, ils connaissent nos points forts, ils connaissent nos valeurs, ils connaissent nos sensibilités et ils se font 9 fois sur 10 un portrait réaliste de nous, mais toujours dans le même but, celui de nous dominer. Le colon d'hier ne veut pas renoncer à nous parce que nous lui rapportons. Le colon d'hier ne veut pas renoncer à nos territoires parce que nos territoires sont extrêmement riches. Et s'il y renonce à ces territoires, c'est pas compliqué. Tout leur mode de vie, ce que eux appellent leur civilisation, ce que eux appellent leur richesse, tout cela s'effondre. Alors, qu'on me comprenne bien, nos maîtres d'hier refusent de renoncer à nous, car sans nous, ils ne sont rien. Sans nous, ils ne sont rien. Sans nos pays, ils ne sont rien non plus. Alors, soyons aussi futés qu'eux, et même plus futés qu'eux, pour nous dire que c'est un combat, c'est une lutte à finir. La colonisation ne disparaîtra pas sans que nous, les peuples anciennement colonisés, nous ne nous mettions de tout cœur là-dedans, sans que nous n'y mettions toute l'énergie qu'il faut. Vous notez que la recommandation de Molien se résume en une seule phrase, enfin la phrase de Machiavel: divisez-les pour que nous puissions les dominer. En lisant Molien, j'ai relevé 7 domaines dans lesquels il nous divise, qui sont encore de mise aujourd'hui. Nous allons les voir, ces 7 types de division. Je vais plus souvent qu'autrement prendre l'exemple d'Haïti que je connais bien, mais vous qui vivez dans les Antilles, vous qui vivez en Amérique, vous qui vivez en Afrique, vous allez voir que c'est la même chose. Que le colon soit la France ou que le colon soit l'Angleterre ou un autre pays, n'est-ce pas, c'est les mêmes tactiques. Alors regardons ensemble comment la tactique de division a porté fruit hier et comment la tactique de division continue aujourd'hui encore à nous affaiblir et à faciliter notre domination et le contrôle de nos ressources
par les maîtres d'hier qui ont tout simplement changé de peau, mais qui demeurent les maîtres aujourd'hui encore. Première division, mais les divisions épidermiques. Les divisions épidermiques. Vous notez que ce soit en Haïti ou bien dans les Antilles ou bien en Afrique, chaque noir important a une maîtresse ou un second bureau de teint clair. On dirait que il n'est pas suffisamment puissant, se dit-il, s'il n'a pas une maîtresse à teint clair, s'il n'a pas un second bureau à teint clair, ou quand tout simplement il ne divorce d'avec une femme qui a la peau foncée au profit d'une femme qui a le teint clair. Je veux bien que ce soit le cœur qui aime. Et l'autre disait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais fine. Mais restons sérieux, restons vrais, restons ancrés dans nos réalités historico-sociales. Vous savez bien que longtemps après la fin de la colonisation, soi-disant, longtemps après la proclamation de l'indépendance haïtienne en 1804, indépendance par laquelle nous proclamions renoncer à tous les préjugés, vous et moi savons que les préjugés épidermiques continuent de mimer le vivre ensemble dans nos pays. Et Molien le savait, il l'a toujours su, il recommande à ses maîtres, n'est-ce pas, d'exacerber ces divisions épidermiques. C'est à ce point ridicule que si vous vous rendez en République dominicaine, par exemple, et que vous rencontriez un Dominicain qui a la peau aussi foncée que la mienne. Si vous lui demandez est-ce qu'il est noir, il va vous dire non, il risque même d'être insulté. Il n'est pas noir, il est indio. Parce que pour lui, le noir, c'est l'haïtien qui vient traîner chez lui. C'est l'haïtien, n'est-ce pas, qui est au bas de l'échelle dans son pays. Mais lui, il n'est pas noir, il est indio parce que le mot noir, pour lui, ne réfère pas seulement à la couleur de la peau. Le mot noir réfère pour lui, n'est-ce pas, à un statut social, à un rang social, et il ne veut rien savoir de cela. Et vous allez voir que le Dominicain va tout faire pour cacher son africanité. Il va tout faire pour cacher ses racines africaines, ce qui nous fait rire parce que c'est ridicule. Si vous l'entendez parler, si vous le suivez dans ses réflexes, si vous discutez avec lui sur ses croyances religieuses, sur ses croyances spirituelles, tout le rattache à l'Afrique. Mais il va tout faire aussi pour qu'on ne le prenne pas pour un afro-descendant, pour qu'on ne le prenne pas pour un noir. Mais ça, c'est une graine qui a été semée en nous depuis la colonie et qui continue d'être exacerbée, n'est-ce pas, même après la colonisation, les divisions épidermiques. Ce qui donne dans les familles ce qu'on appelle le phénomène du colorisme. C'est à ce point ridicule que dans une même famille, vous allez avoir tel enfant qui a la peau foncée, tel autre qui a le teint clair, mais si vous suivez bien la manière dont les parents se comportent avec les enfants, eh bien le comportement n'est pas le même. On dirait que les parents vont manifester une tendresse plus grande, une affection plus grande, un respect, une estime, n'est-ce pas, plus grande vis-à-vis de l'enfant qui a le teint clair en comparaison à l'enfant qui a la peau foncée. Ça remonte à la période de la colonie, quand la même femme donnait naissance à un enfant foncé qu'elle avait d'un père africain et à un enfant au teint clair qu'elle avait d'un Français. Eh bien, cet enfant qui avait le teint clair était l'objet de toute l'estime de cette mère. Eh bien, ces divisions perdurent. Et le colon d'hier, le pays colonisateur d'hier va continuer à pratiquer, à exacerber, n'est-ce pas, cette division épidermique pour nous faire croire que nous sommes supérieurs ou inférieurs en fonction de la nuance épidermique. Et nous tombons malheureusement dans le panneau.
Telle femme va se croire supérieure à telle autre en fonction de sa nuance épidermique. Tel gars va se croire, n'est-ce pas, détenir un trophée parce que sa femme ou sa maîtresse a le teint clair. Et quand, après avoir tout essayé, n'est-ce pas, pour avoir une femme à teint clair ou pour avoir un homme à teint clair, on n'y arrive pas, alors on verse dans l'absurde en achetant, n'est-ce pas, des crèmes pour nous javeliser ou pour nous blanchir la peau. Ça, c'est une tactique de division. Deuxième tactique de division, mais c'est la division religieuse. La division religieuse, vous notez que dans tous ces pays anciennement colonisés, il n'y a jamais qu'une religion. Il va toujours y avoir une religion dominante qui est la religion du prestige, qui est la religion de la civilisation, au fait qui est la religion du maître. Cette religion-là, elle vient écraser les véritables croyances du peuple, lesquelles croyances sont considérées comme un ramassis de superstitions. En sorte que cette division, même après la colonisation, même longtemps après la colonie, dans le cas d'Haïti, même longtemps après la proclamation de l'indépendance, cette division religieuse demeure car si on adhère aux croyances ancestrales, aux croyances qui nous rattachent à l'Afrique, il nous manque un supplément de civilité, un supplément de civilisation. Il nous faut coûte que coûte faire montre, n'est-ce pas, d'adhésion à la religion du maître, montrer, c'est le cas de le dire, carte blanche en matière de croyances, parce que les croyances qui rappellent l'Afrique sont associées à un ramassis de superstitions, tandis que la religion du maître, la religion chrétienne en l'occurrence, est celle des gens civilisés. Et cette division nous condamne à vivre dans l'hypocrisie. Cette division nous condamne à vivre dans la schizophrénie sociale. Cette division nous condamne, n'est-ce pas, à vivre, si vous voulez, dans l'ambivalence où deux catégories de croyances essaient de cohabiter. Parfois, elles s'opposent les unes aux autres. Mais il faut continuer à avoir l'air civilisé. C'est une graine qui est semée en nous depuis la colonie et qu'on continue à exacerber. Division linguistique. Il y aura le français qui domine et il y aura les langues nationales qui sont réduites ou reléguées au rang de patois. En sorte que quand je suis éduqué, quand je suis un homme ou une femme de bonne famille, pour accéder au salon, il ne faut pas parler les langues nationales, il faut parler cette langue du maître qui a un statut de super langue, pour ainsi dire. Et ça, c'est une façon de nous diviser. Selon qu'on parle la langue du maître de manière impeccable, alors là, on croit avoir un supplément d'être, ou selon qu'on la parle mal, cette langue-là, eh bien, il nous manque quelque chose dans notre éducation. Et vous savez que aujourd'hui encore, imaginez, la décolonisation, c'était dans les années 60. Dans le cas d'Haïti, l'indépendance, c'était en 1804. Mais aujourd'hui encore, savez-vous que l'aune principale à laquelle l'Haïtien mesure l'intelligence de son compatriote, c'est à la capacité de ce dernier de parler français. J'imagine c'est la même chose dans les Antilles. J'imagine c'est la même chose, n'est-ce pas, dans nos pays africains. Si vous êtes brillant en maths, mais que vous soyez nul en français, si vous êtes brillant en sciences, mais que vous n'ayez pas, si vous voulez, la capacité de vous exprimer avec aisance dans la langue du maître, on dirait que vous manquez quelque chose, ce qui est évidemment faux. Dans la culture haïtienne, il y a ce proverbe qui est tellement imbu de sagesse, ce proverbe qui dit « Parler français, pas dit nèg fort pour ça ». Ce n'est pas parce que vous parlez bien la langue du maître que vous êtes, pour ainsi dire, intelligent pour autant. Mais cette division-là, que j'appelle la division linguistique, continue d'être utilisée par le colon d'hier, le néocolon d'aujourd'hui, pour nous dresser les unes ou les uns contre les autres. Résultat, malgré le fait que
nous sommes du même continent, que nous sommes voisins les uns des autres, malgré le fait que nous partageons la même culture, la culture africaine, elle est une. Cheikh Anta Diop en a fait la brillante démonstration. Mais aujourd'hui, pour communiquer entre nous, regardez, c'est mon cas, pour communiquer entre nous, nous sommes obligés d'utiliser cette super langue qu'est la langue du maître, parce que pendant tellement longtemps, on nous a fait oublier nos langues nationales, on nous a inculqué ce complexe d'infériorité qui consiste à parler nos langues nationales à nous, si bien que aujourd'hui, pour communiquer entre nous, nous sommes obligés de passer par la langue du maître, qui devient, pour ainsi dire, une super langue dans notre esprit à nous. C'est une division pernicieuse qui persiste aujourd'hui encore. À part la division religieuse, la division épidermique, la division linguistique, il y a la division politique. Regardez, dès que quelqu'un s'intéresse à la chose publique dans son pays, l'occidental va lui coller l'un ou l'autre de ses titres, l'un ou l'autre de ses deux attributs. Soit que c'est un politicien pro-occidental, auquel cas on va dire de lui que c'est un politicien modéré. Modéré par rapport à quoi? Modéré dans ses demandes, modéré dans la défense des intérêts de son peuple, modéré, n'est-ce pas, dans la promotion de la culture de son peuple, ou c'est un politicien qui prend position pour son peuple et pour les masses, et là l'Occident va l'affubler du qualificatif de radical. Et vous allez voir, que vous soyez en Haïti, que vous soyez, n'est-ce pas, en Afrique ou dans les Antilles, dès que quelqu'un s'intéresse à la gestion de la chose publique et qu'il commence à avoir une certaine popularité, l'occidental va le qualifier soit de modéré, donc de pro-occidental, on pourra faire affaire avec lui, ou de quelqu'un qui prend position pour la masse, auquel cas va-t-on l'affubler du titre, n'est-ce pas, de radical ou de radicaux s'il s'agit de plusieurs d'entre eux. Si c'est un modéré,
l'Occident va tout faire pour aider à son élection, même si ce politicien n'a absolument aucune légitimité populaire. Une fois qu'il est élu, l'occidental va tout faire pour le maintenir au pouvoir parce que c'est un homme qui est là plus pour l'occidental que pour sa nation. Mais si c'est quelqu'un que l'occidental qualifie de radical, on va lui mettre des bâtons dans les roues. On va l'empêcher d'être élu. S'il est élu, on va assassiner son nom, on va salir son nom, ce que l'occidental appelle justement de character assassination. On va assassiner le nom du personnage. On va déstabiliser son gouvernement. On va déstabiliser son pays. Et s'il s'accroche, on risque même de l'emprisonner ou de l'assassiner. Plusieurs noms, n'est-ce pas, remontent à votre mémoire dès que je parle de politiciens que l'occidental considère comme radical. Vous pensez, dans le cas du Congo, n'est-ce pas, à Patrice Lumumba ou à tant d'autres. Dans le cas d'Haïti, je pense à Jean-Bertrand Aristide. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, je pense à Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Et avez-vous vu comment la France de Nicolas Sarkozy a mis tout le poids de son armée pour renverser Laurent Gbagbo après avoir assassiné le nom du personnage, l'emprisonner, le faire juger devant une cour internationale et notez bien, même lorsque cette même cour internationale ne lui trouve aucune culpabilité, Laurent Gbagbo est toujours empêché de retourner en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des élections prochainement. On dit si on le laisse retourner, il risque, n'est-ce pas, de remporter la victoire aux prochaines élections. Alors on va le garder en dehors de son propre pays, facilitant ainsi la réélection de Ouattara. Et qu'est-ce qu'il fait, Ouattara? Résumons son travail en un mot, il est pro-français. Il travaille pour la France. La France se sent tranquille quand c'est lui qui est au pouvoir, alors que quand c'était Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Eh bien, c'était toutes sortes de titres, les uns plus insultants que les autres, dictateur, n'est-ce pas, assassin de son peuple, etc. Vous pensez à Kadhafi. Pourquoi a-t-il été assassiné? Il a été assassiné parce qu'il était pour la réunification, la mise en commun des ressources de l'Afrique, mais pour le bien de l'Afrique. Le colon n'a pas changé de tactique. Il va diviser ceux qui veulent diriger leur pays, il va les dresser les uns contre les autres, il va présenter une image nettement favorable à quelques-uns de ces politiciens ou de quelques-uns de ces politiciens, quant aux autres, il va les noircir. J'aime à dire avec mes amis, dès que l'occidental aime un politicien afro-descendant ou africain, vous pouvez être sûr que ce gars-là ne va pas travailler dans l'intérêt de son peuple. Mais si au contraire, c'est un politicien ou une politicienne qui prend fait et cause pour son peuple, vous pouvez être sûr que l'occidental va tout faire pour le décrier, pour le dénigrer aux yeux du monde et pire, aux yeux de son propre peuple. Je vous avais promis de me servir du cas d'Haïti. En 2010, après le terrible tremblement de terre, il y a eu des élections en Haïti et il y avait parmi les politiciens qui faisaient l'actualité, il y avait Jude Célestin, il y avait Mirland Maniga dont la compétence est incontestable, mais il y avait un grivois, un homme infréquentable du nom de Michel Martelly. Bon. Après le premier tour des élections, tout le monde sait que Michel Martelly ne figurait pas pour participer au second tour. Au fond, quand je dis tout le monde le sait, je cite ici le livre de Ricardo Seitenfus,
un haut diplomate brésilien accrédité à Port-au-Prince qui a écrit un livre dont je vous recommande la lecture, L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemmes et égarements. Ricardo Settenfus, donc, qui fut un haut diplomate des Nations Unies à Port-au-Prince lors de ces élections, nous dit que Michel Martelly ne faisait pas partie des 2 candidats retenus pour le second tour, mais l'international cherchait à imposer Michel Martelly de toutes les manières. D'abord, c'était un homme en faillite. On saisissait ses biens aux États-Unis parce qu'il était incapable de payer. Et là, l'international se dit, puisque c'est un homme financièrement en faillite, ça veut dire qu'il est corruptible et il sera corrompu jusqu'à l'os. Et si vous regardez le quinquennat de Michel Martelly, c'est de la corruption, n'est-ce pas, de bord en bord. Et il ne s'en cache même pas. Le peuple haïtien aujourd'hui continue à se demander, mais où sont passés les milliards de Petro-Caribé? Lui, il s'en fout, il nous insulte, n'est-ce pas, au grand plaisir de la communauté internationale. Et si on ne fait pas attention, on va nous le refiler dans la gorge, parce que ce sont ces types de candidats-là, c'est ce type de politiciens-là que l'international veut imposer au peuple anciennement colonisé. C'est pas un homme de grande éducation, hein. Il n'a que faire des grandes théories internationales, il n'a que faire des grandes théories économiques, il n'a que faire des grandes théories de développement. C'est un grossier personnage, il a construit sa réputation en débitant des bêtises, en débitant des grossièretés, et c'est ainsi que l'international nous l'a imposé. C'est l'incarnation même de l'indécence. Et vous savez quoi? Malgré tout ce que je vous dis de cet homme, c'est précisément pour nous l'imposer que Hillary Clinton a fait le grand voyage en 2011 pour menacer le président d'alors René Préval d'exil s'il refusait d'admettre Michel Martelly au second tour. Imaginez la secrétaire d'État américain, Hillary Clinton d'alors, qui fait le voyage un dimanche pour rencontrer le président d'alors d'un pays souverain pour dire c'est Michel Martelly qu'on veut. Vous connaissez la suite de l'histoire. Michel Martelly fut imposé effectivement. À la veille de cette élection, puisque j'étais suffisamment informé de ce qui se passait, laissez-moi vous le dire. Vous savez que lors des élections en Haïti, le centre de tabulation qui promulgue les résultats, ou du moins qui fournit les données, est aux mains du Canada. Donc, à la veille des élections, les Nations Unies, les ambassadeurs des États-Unis, le représentant des Nations Unies, le représentant du Canada, le représentant de la France, le représentant du Brésil ont les résultats déjà. Ils savaient que c'est Michel Martelly qui allait être imposé au peuple haïtien. Mais vous savez, pour se moquer de la notion de souveraineté du peuple haïtien, ces ambassadeurs sont allés voir presque en même temps les 2 candidats. On est allé voir Myrland Manigat pour la laisser croire que c'est elle qui allait être élue. On lui a même demandé si elle comptait rester chez elle et en faire la résidence officielle de la présidence. Quelles sont les mesures de sécurité qu'elle compte prendre pour protéger sa famille, etc. Donc tout était dans le sac. Elle croyait dur comme fer, à quelques heures de la promulgation des résultats, que c'est elle, puisque les représentants du corps groupe sont venus chez elle. 1 heure plus tard, les mêmes représentants sont allés voir Michel Martelly avec la même rhétorique, le même langage. Et devinez la suite, puisque Michel Martelly, c'était l'homme le plus servile, le plus souple, le plus corruptible et le plus soumis au diktat de la communauté internationale, Michel Martelly fut proclamé président. Et l'affaire, c'est que dans tous les rapports des chancelleries,
dans toutes les notes diplomatiques transmises par les diplomates accrédités à Port-au-Prince vers les chancelleries, on savait que Michel Martelly n'était pas élu, mais on l'a imposé. Ce qu'il y a de plus terrible, et ça je tiens à le raconter, pendant le quinquennat de Michel Martelly, il n'y a pas eu de plus grande fan de Michel Martelly que l'ambassadrice des États-Unis accréditée à Port-au-Prince. Je parle de Madame Anne Pamela White. Cette femme-là portait le chandail du parti de Michel Martelly, le chandail rose. Non seulement portait-elle le chandail du parti de Michel Martelly, elle portait le bracelet des partisans de Michel Martelly. Imaginez une ambassadrice qui représente son pays, mais qui porte les couleurs du président du pays où elle est accréditée. Les mauvaises langues vont jusqu'à dire que c'était à ce point le grand amour ou l'amour parfait entre les deux qu'il copulait. Bon, ça c'est les mauvaises langues. Mais en tout cas, ni Michel Martelly, ni l'ambassadrice n'ont rien fait pour dissuader les mauvaises langues de cette rumeur. Vous savez que les Américains sont peut-être forts militairement, mais ils sont nuls en histoire. Si Madame Anne Pamela White connaissait un tout petit peu l'histoire d'Haïti, elle saurait justement que en 1973, l'un de ses prédécesseurs, l'ambassadeur Clinton Everett Knox, a été kidnappé par des Haïtiens le 23 janvier 1973 pour exactement le même type de comportement. Il y avait un ambassadeur américain accrédité à Port-au-Prince qu'on appelait un ambassadeur macoute, qui portait des couleurs macoute, qui s'affichait clairement comme étant un macoute. Et vous savez quoi? On l'avait kidnappé. Si vous voulez avoir les détails de cette histoire combien émouvante, où des patriotes haïtiens étaient prêts à tout pour faire respecter la souveraineté de leur pays et le droit de leur peuple à vivre la démocratie, je vous recommande la lecture du livre de mon confrère ici à CPAM, Pierre Emmanuel, qui a écrit un petit bijou de livre qui s'appelle Opération Champosin. Eh bien, Opération Champosin, c'est le nom de code que ces activistes patriotes haïtiens s'étaient donné pour kidnapper l'ambassadeur américain qui était trop macoute à leur goût. En tout cas, si Madame White avait fait un petit peu d'histoire, elle saurait que son prédécesseur s'était aventuré dans une voie trop partisane et il en a payé le fort prix. Mais qu'à cela ne tienne. Et j'insiste, dès que l'international, dès que l'occidental aime un politicien, vous pouvez être sûr que ce politicien ne travaille pas dans l'intérêt de son peuple. Donc je parlais de la division politique, mais il y a une autre division que je n'aurais garde d'oublier. C'est la division élite versus masse. Vous savez, dans tout pays qui se développe, dans tout pays, n'est-ce pas, qui va de l'avant, l'éducation, c'est un outil qui consiste justement à tirer les masses vers le haut. Mais dans ces pays anciennement colonisés, l'éducation sera un outil pour construire une élite, et l'élite, une fois construite, la diviser d'avec les masses. Regardez nos pays.
dès que quelqu'un est instruit, dès que quelqu'un est éduqué, dès que quelqu'un est scolarisé, eh bien, il ne voit pas son statut d'hommes et de femmes scolarisés, n'est-ce pas, comme un outil pour servir sa population, comme un outil pour servir sa communauté, mais il se sert de son éducation pour faire ce qu'on appelle justement une élite cloche, pour se construire une barrière et pour faire sentir à cette masse non éduquée ou mal éduquée, pour faire sentir à cette masse non scolarisée ou mal scolarisée qu'elle n'est pas tout à fait rendue encore au rang des humains et que cette masse-là doit être asservie par elle, l'élite. Et vous allez voir que dans tous nos pays africains ou nos pays afro-descendants, eh bien, le colondière, le pays colonisateur va continuer à dresser les élites contre les masses pour empêcher que nous n'allions jamais de l'avant. Quel est le résultat, ou plutôt quels sont les résultats? Depuis 1804, que Haïti a proclamé son indépendance. Depuis les années 60 que nous, populations des pays africains, avons réussi ce qu'on appelle la décolonisation. Quels sont les résultats? Nous ne contrôlons toujours rien. Nous ne contrôlons pas nos armées, nous ne contrôlons pas nos territoires, nous ne contrôlons pas nos ressources, nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas, notre programme scolaire. Nous n'avons aucun contrôle sur la langue que nous parlons. Nous ne comptons pas sur le plan international. Quand vous parlez d'Afrique sur le plan de géopolitique, dites-moi un homme d'État africain ou afro-descendant qui compte vraiment du point de vue géopolitique. Nous sommes des mineurs. On nous traite comme des mineurs. On a besoin de nos ressources, on nous les vole, on nous les prend, on place à la tête de nos pays, n'est-ce pas, des intendants qui sont là pour satisfaire les exigences des pays colonisateurs, mais bilan pour nos populations. Nous sommes parmi les plus pauvres, nous sommes parmi les moins avancés, nous sommes parmi les pays les plus instables, nous sommes parmi les pays qui quémandons à la porte des autres pour avoir un visa. Tenez, j'allais oublier cette autre division. Ça, c'est la dernière trouvaille de l'occidental au cours des dernières décennies. L'annulation des visas. À force de créer l'instabilité dans nos pays, à force de déstabiliser nos populations, à force de déstabiliser nos États, eh bien, l'occidental a réussi à faire de chaque individu des populations africaines ou des populations afro-descendantes un demandeur potentiel de visa. Pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué de l'instabilité dans nos pays, ce qu'on appelle les push factors. Et ils savent que puisque nos pays, malgré les ressources, puisque nos pays, malgré la beauté des territoires, sont devenus un enfer pour, n'est-ce pas, leur population, ils savent que chaque individu, chaque citoyen africain ou afro-descendant veut aller chercher un visa chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se servir de ce satané visa pour exercer des pressions indues sur les politiciens qui veulent défendre les intérêts de leur nation. Je vous avais promis de me servir de l'histoire d'Haïti. En 2011, René Préval ne voulait pas céder à l'international de maître Michel Martelly sur la liste des candidats admis au second tour. Vous savez ce qu'a fait l'international en la personne d'Edmond Mulet? Encore une fois, allez lire Ricardo Seitenfuss, le livre dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Eh bien, Edmond Mulet est allé lui dire, regardez, votre femme vient de faire l'acquisition d'une maison en Floride et ses enfants étudient aux États-Unis. Vous, nous savons que vous n'êtes pas intéressé au visa américain. Donc, même si on le révoquait, ça ne vous dérangerait d'un pli. Mais quant à votre épouse qui vient d'acheter la maison,
Et quant aux enfants de votre épouse qui étudient aux États-Unis, eh bien, on peut supprimer d'un coup leur visa et on peut faire des représailles sur la maison que votre épouse vient d'acheter. Dès que Madame Préval a entendu cela, c'est elle désormais qui exerce des pressions sur Michel Martelly, sur René Préval, pour qu'il inscrive Michel Martelly sur la liste des 2 candidats admis au second tour. Donc, voyez comment l'Occident, ça c'est important que je vous le dise, l'Occident c'est une machine à produire des scélérats. L'Occident, c'est une production industrielle de scélératesse. Si vous pensez que vous avez vu les pires scélérats en la personne de Napoléon Bonaparte, si vous avez vu les pires scélérats en la personne, je ne sais pas, n'est-ce pas, de George Bush ou de Donald Trump, vous n'avez rien vu encore, car l'Occident va continuer à produire des scélérats pour nous empêcher d'aller de l'avant. Le pire comportement à avoir, c'est de se battre seul. C'est ce qu'on a fait. Tel politicien de tel pays a essayé de se battre seul. Allons au Zimbabwe pour saluer ce grand homme qui nous a laissé il y a quelques années déjà, Robert Mugabe. Quoi que disent les Occidentaux, pour beaucoup d'entre nous, c'est un héros. D'abord parce que c'était l'un des chefs d'État, sinon le chef d'État le plus diplômé de l'histoire. On ne le dit pas, quand on parlait de Mugabe, on le présentait comme un dictateur, quasiment comme un fou, mais imaginez, j'ai sorti la liste, n'est-ce pas, des diplômes de cet homme, bachelier en art, bachelier en administration, bachelier en éducation, bachelier en sciences économiques, bachelier en droit, maîtrise en sciences économiques, et 2 de ces diplômes, il les a décrochés tandis qu'il était en prison. Cet homme a tenu tête à l'Occident seul. Et on sait toute la contribution de Robert Mugabe à la lutte de ses frères sud-africains contre l'apartheid. Donc, un homme comme ça, quand l'Occident me le décrit ou me le dénigre, eh bien, je dis à l'Occident d'aller voir ailleurs. Pour moi et pour beaucoup d'autres, Mugabe est un héros. C'est le cas aussi pour les Castro. Ah, vous me direz, ah, bien sûr, à Cuba, il y a eu des prisonniers politiques. Est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers politiques dans les pays occidentaux? Voyons donc. Mais les Castro, pour moi, sont des héros. Dès que des gens tiennent tête à l'Occident pour défendre l'intérêt de leur peuple, j'applaudis leur régime, j'applaudis leur administration. Donc, on a pris ces exemples-là pour vous dire que quand un individu tient tête à l'Occident, oui, je l'applaudis, mais la lutte a des limites. Il faudra qu'on apprenne à mettre en commun nos ressources pour défendre ensemble nos intérêts. Et c'est pour moi la beauté même du panafricanisme. On sait qu'on en parle depuis la fin du 19e siècle. On sait qu'aujourd'hui, on parle de l'organisation de l'Union africaine. Et dans ce cadre-là, je suis tombé sur un document qui, quant à moi, si vous voulez, rehausse les 7 raisons pour lesquelles les peuples africains, les afro-descendants, doivent se donner des organisations, des entités panafricaines. Quand je dis entité ou organisation, je n'entends pas seulement des organisations politiques, j'entends des organisations citoyennes, j'entends des organisations juridiques, j'entends des organisations artistiques, j'entends des organisations culturelles, parce que nous ne sommes qu'un peuple, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes réflexes, parce que nous subissons les mêmes souffrances. Si l'on veut qu'une Afrique prospère contribue à la prospérité de sa population, nous n'avons pas le choix que de travailler ensemble. Aussi longtemps que un chef d'État ou un pays essaie de se lever la tête hors de l'eau devant tel colon, eh bien, le colon finit soit par le détruire physiquement, comme on l'a fait pour Kadhafi, ou détruire son capital réputationnel, comme on a fait pour Mugabe, ou bien qu'on a fait pour les Castro. Si nous voulons, n'est-ce pas,
contribuer à résoudre nous-mêmes nos problèmes et éviter que la France vienne, n'est-ce pas, nous foutre son armée dans la gorge pour imposer un Ouattara au détriment d'un Gbagbo, nous devons apprendre à résoudre nous-mêmes nos problèmes, laver nos linges entre nous, comme le font ces scélérats les Occidentaux. Le panafricanisme est nécessaire pour faire la promotion d'une bonne gouvernance, pour faire la promotion de la démocratie, pour faire la promotion du respect des droits de l'homme, de la justice. Au fond, quand c'est l'occidental qui prétend faire la promotion de l'état de droit, de la démocratie, de la justice dans nos pays, on voit bien ce qu'il fait, l'occidental. Il nous impose les plus serviles, il nous impose les plus grossiers. Pensez à mon exemple de Michel Martelly, parce que ces gens-là qui ont beaucoup de casseroles, qui ont beaucoup de squelettes dans leur placard, n'est-ce pas, ne peuvent pas leur tenir tête. Le panafricanisme est nécessaire pour que nous fassions nous-mêmes la promotion de ces valeurs qui sont nôtres. Le panafricanisme est nécessaire pour défendre notre identité culturelle, nos valeurs. Et vous savez, même dans le cadre de la mort de George Floyd, l'occidental continue à tenter de nous diviser. Il y a un journaliste d'un quotidien au Québec qui m'a plongé dans une rage parce qu'il a tenté de dresser les Haïtiens contre les autres Noirs en disant que les Haïtiens n'ont rien à apprendre, n'est-ce pas, soit des Afro-Américains ou bien des autres Africains en matière de valeurs noires, car c'est eux le porte-étendard de ces valeurs-là et que c'est eux qu'on devrait imiter et non eux qui doivent chercher à être solidaires avec les autres. Donc vous notez que même dans le contexte de la mort de George Floyd, on continue à nous diviser les uns avec les autres pour mieux nous dominer. C'est nous qui devons faire la promotion des valeurs noires. C'est nous qui devons faire la promotion de la spiritualité noire. C'est nous qui devons faire la promotion de l'image véritable des peuples noirs. Quand c'est les autres qui le font, ils le font pour eux. Ils le font mal. Enfin, nous avons besoin de mettre ensemble nos ressources pour défendre nos intérêts quand on nous attaque en tant que peuple noir. Vous vous souvenez quand le très exécrable Donald Trump avait traité les pays noirs, les pays africains, les pays d'afro-descendants de pays de merde? Et j'étais très attentif à la réponse, à la réplique que les pays africains qui siègent, n'est-ce pas, aux Nations Unies, qui sont parmi les pays fondateurs des Nations Unies, pensez à Haïti, j'étais sensible à la réplique que les peuples africains allaient faire à Donald Trump. Très rapidement, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a doublé l'intimidation en menaçant les pays africains de couper l'aide des États-Unis et tout le monde s'est tu. Malgré le fait que nous comptons pour plus de 17% de la population mondiale, malgré le fait que nous sommes le continent le plus riche et l'un des plus grands continents du monde, pourquoi du point de vue géopolitique, pourquoi du point de vue politique nous ne comptons pas pour grand-chose? Pourquoi on nous considère encore comme des mineurs? Pourquoi la France se permet-elle de décider pour les pays africains francophones? Pourquoi l'Angleterre se permet-elle de décider pour les pays africains anglophones? Parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients que sans l'unité, on va continuer à nous dominer. Mais le jour où nous sommes conscients que l'union fait la force, comme l'a chanté l'artiste, le monde tremblera. J'étais encore tout jeune dans les années 80 quand j'écoutais le fameux Africa Unite de Bob Marley. En substance, il dit, écoutez, comme ce sera beau de voir les enfants de l'Afrique se mettre ensemble. Comme ce sera beau de voir les enfants de l'Afrique, n'est-ce pas, se tenir ensemble pour défendre leurs intérêts, se tenir ensemble pour défendre leurs valeurs, se tenir ensemble pour défendre, n'est-ce pas, leurs ressources, leurs intérêts.
Il y a comme une espèce de torpeur, il y a comme une espèce de léthargie. Ça fait trop longtemps qu'on parle de panafricanisme. Je vous ai dit depuis au moins la fin du 19e siècle. Et on dit, écoutez, malgré les beaux discours, malgré l'organisation de l'Union africaine, nous ne voyons pas des traces concrètes des avantages de la mise en commun de nos ressources. Voilà pourquoi nos intellectuels, nos leaders, nos directeurs d'opinion doivent suivre l'exemple des gens comme Kémy Séba. Nous devons prendre notre bâton de pèlerin et prêcher le panafricanisme dans nos pays respectifs et montrer à nos populations, montrer à nos dirigeants politiques ce qu'ils ont à gagner à mettre leurs ressources en commun. En terminant, pour que nos pays soient prospères, que nos richesses ne profitent pas aux Occidentaux, nous devons lutter ensemble. Pour que nous apprenions à résoudre nous-mêmes nos problèmes politiques et empêcher que nos tuteurs, les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Canada, le Brésil aujourd'hui ne viennent foutre leurs grosses bottes dans nos problèmes à nous. Nous devons nous doter d'une entité panafricaine, d'une entité globale pour résoudre, n'est-ce pas, nos problèmes politiques. Nous devons faire la promotion du panafricanisme pour enseigner notre propre histoire. Vous savez, l'enseignement de l'histoire en Occident est un tissu de mensonges, je vous le dis, pour y avoir étudié. L'enseignement de l'histoire en Occident, c'est un tissu de mensonges. C'est un tissu d'épistémicide. Alors, si nous devons transmettre la mémoire véritable de notre histoire, de nos valeurs, de notre identité, nous devons faire la promotion du panafricanisme. Le panafricanisme est nécessaire parce que seuls nous irons droit à l'échec. Enfin, comme le dit le vieux proverbe et qui traduit une sagesse tellement profonde, seul on peut aller plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. J'espère de tout cœur que l'émission de ce matin trouvera écho dans vos cœurs et que vous-même, l'ayant entendu, vous puissiez passer le message à vos compatriotes, que vous puissiez le faire monter jusqu'à vos dirigeants, que nos intellectuels dans nos populations respectives découvrent que pour lutter contre le racisme anti-noir, il n'y a pas de meilleur antidote que la mise en commun de nos ressources, que la mise en commun de nos populations, parce que nous sommes ensemble. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.